France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est jeudi, aujourd'hui nous sommes le 6 octobre, tout va bien et j'espère que vous allez bien. Vous aussi, c'est parti pour le grand forum jusque 18h30. C'est votre talk de fin d'après-midi avec tout à l'heure au programme un poème que nous récitera l'ami Amar dans son clin d'œil. De sport, nous parlerons aussi. Et puis de télévision avec des programmes qui risquent de vous intéresser ce soir. Je pense qu'on va encore beaucoup parler des musulmans. Tiens, une fois n'est pas coutume. Dans c'est sur France 2 ce soir en fait, complément d'enquête. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Pour m'accompagner aujourd'hui, un beau plateau très diversifié à l'image de Ouiam Maghrebi. Comment va-t-elle? Bonjour, très bien. Ravi de te revoir ma chère Ouiam. De même, toujours enchanté d'être avec vous. Monsieur Badri Ahmed, comment ça va mon ami? Bonjour, très bien, merci. Ouiam Maghrebi, psychologue, et Badri Ahmed, toujours adjoint au maire de Gentilly, chargé de l'économie numérique, voilà, de plein d'autres choses. Voilà, tout à fait. Voilà. Développement économique, économie numérique et emploi. C'est notre monsieur économie à la radio. Et puis une petite nouvelle aussi qui, bien qu'on est ravi d'accueillir. Elle s'appelle Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors Virginie de l'association Beytouna. Beytouna. Qu'est-ce que l'association Beytouna? Alors on héberge des femmes sans domicile et on les aide à se réinsérer socio-professionnellement. Ça c'est une bonne initiative. Oui. N'est-ce pas Badri? Tout à fait. Voilà. Que tout ce qui concerne évidemment à essayer d'aider les femmes, on est évidemment tout à fait preneur, voilà, j'allais dire. Le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure, en fin d'émission, bien sûr, que vous connaissez tous et toutes. Les coups de cœur. Alors, le coup de cœur de Ouiam sera quoi? Eh ben, ça sera l'association Beytouna, justement. Ah, d'accord. Le coup de cœur de Virginie? Mais je l'ai pas payé. Moi, Non. ça sera mon coup de cœur, ça sera Ouma Bio. Ah, d'accord. L'association Ouma Bio. Très bien. Badri? Alors moi, ça va être Idriss Aberkan, c'est un enseignant-chercheur. Alors, attendez, on ne parle que de lui, là. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il faudra que vous m'expliquiez. Alors c'est un enseignant-chercheur qui intervient sur des sujets, notamment l'économie de la connaissance, le biomimétisme, la blue economy, etc. Et il est extrêmement pertinent. Ouais. Et il simplifie l'accès à ces domaines. On en reparlera donc tout à l'heure, Badri, parce que c'est vrai que on va le recevoir d'ailleurs très prochainement, je tiens à vous le dire. Les avis tranchés. Alors l'avis tranché de Badri, tiens, puisque tu as la parole, garde-la. Hein. Oui. Badri, c'est quoi l'avis tranché aujourd'hui? Alors l'avis tranché aujourd'hui, c'est le coût économique des discriminations. Ah, ça c'est bien ça. Le coût économique des discriminations, ça promet de faire réagir. Virginie? Moi, ça sera sur le féminisme. Ah, le féminisme à la... Non, bon d'accord, je me retiens. Ouiam, alors tu m'as dit mon avis tranché risque d'être chaud. Oui, il ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Mon avis tranché d'aujourd'hui sera sur les pseudo-thérapeutes qui pullulent dans la communauté musulmane. Donc après la Rukia, tu t'attaques maintenant. Continue. Tu continues. En si bon chemin. Jusqu'au bout. Voilà. Elle ne lâche rien, comme Non. un petit peu la devise de cette émission, c'est formidable. Exactement. Eh bien écoutez, avec ça je pense qu'on est bien parti et on parlera dans l'actualité des menaces de l'armée syrienne à propos des quartiers rebelles d'Alep. En clair, si vous ne quittez pas au plus vite les quartiers, si vous ne profitez pas de l'assouplissement des bombardements, votre sort sera la mort. Voilà, en clair, pour faire simple. On en parlera évidemment plus en détail tout à l'heure. La proposition de Manuel Valls qui lui s'occupe de créer des prisons. Voilà, il dit qu'il n'y en a pas assez, qu'il faut en créer. Et puis on parlera d'un sujet sur lequel je suis sûr mesdames, mais aussi Badri auront leur mot à dire, puisqu'il y a un rapport du HCR qui a été remis qui balance 12 propositions pour aider ou plutôt former les policiers et gendarmes pour accueillir les personnes qui sont notamment victimes de viols. Vous pourrez donc nous en parler, j'en suis sûr, mesdames, tout à l'heure, donc en fin d'émission. Pour l'heure, on va commencer par le traditionnel zapping. Il est bon aujourd'hui le zapping, vous allez voir. Il est bien rempli. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, avec un extrait de l'émission qui sera diffusée ce soir sur France 2, complément d'enquête consacré au CCIF, l'étrange lobby musulman. Un passage qui a retenu notre attention, celui de Kamel Kaptan, qui est le recteur de la mosquée de Lyon, qui passe en revue les courriers racistes qu'il reçoit régulièrement à la mosquée. Derrière, c'était celle-là, là, tenez. Petite C'est quoi? C'est une carte postale? carte postale, vous savez, les gens pensent à nous-mêmes en vacances. Amitié à tous de vacances, à bientôt, groin. C'est sympa. Ça, vous en pensez quoi quand vous recevez ça? Les gens qui peut-être ont du temps à perdre. Vous, les bougnoules, vous savez faire que les attentats coupent la tête des gens. On en a marre de vos massacres et de vos tueries. Vous êtes tous des assassins. Et crois-nous, la vengeance sera rude. Et on sait que le sang bougnoul, c'est dégueulasse, mais il va couler à flot. Vous avez peur, vous? Oh, j'ai peur surtout pour le personnel. Effectivement, ouais, celle-ci, par exemple,
Salafi, sale pourri, Tomba Ahmed est un pédophile assassin. Il a violé une petite fille devant, les organes génitaux lui sont sortis du ventre ouvert. Voilà pourriture, ce que tu défends. Crève, meurs, sale arabe. Ça, c'est la dernière charcuterie qu'on a reçue. Voilà, extrait de cette émission diffusée donc ce soir est consacrée au CCIF et à cet étrange lobby musulman. C'est le titre en tout cas de l'enquête proposée ce soir sur France 2. Voici maintenant un grand donneur de leçons dans le PAF, ils sont nombreux d'ailleurs, mais en image et en tête Patrick Cohen qui recevait entre autres sur l'émission de France 5 avec Anne-Sophie Lapix, Karine Le Marchand qui s'apprête à lancer dans quelques jours d'ailleurs son émission politique. Elle va ainsi rentrer dans l'intimité des politiques et Cohen lui reproche d'avoir copiné avec Marine Le Pen. Réponse de l'intéressée Karine Le Marchand. Mais pas vous, hein. Vous restez. Vous me regardez méchamment. Ah mais non, mais si. pas du tout. Vous si, un peu quand même. Si, un petit peu. Son regard. Si. Bon, bah, merci de soutien, Pierre. Mais donc j'aurais jamais dû interviewer Marine Le Pen, c'est ça? Copiner, c'est le plus gênant. Mais j'ai copiné avec tous. Si j'interviewe Marine Le Pen dans une collection d'hommes et de femmes politiques qui se présentent à la présidentielle, il faut que j'ai la même tenue avec tous. Avec tous, je trinque, avec tous, je ris, avec tous, je fais des blagues, et avec tous, je leur pose des questions aussi sur leur façon de diriger et sur leur ambition. Je ne peux pas la traiter autrement. Sinon, il ne fallait pas faire cette émission. Là, je vous comprends, mais les téléspectateurs jugeront. Absolument. La première de Karine Le Marchand sur M6, c'est dimanche soir où elle va recevoir donc les politiques dans une version un peu plus intimiste. Le premier invité est Arnaud Montebourg et j'ai choisi ce moment de vous faire écouter. Ça va être diffusé donc dimanche soir. Arnaud Montebourg qui parle de ses origines algériennes. Le grand-père maternel d'Arnaud Montebourg était algérien. Cet homme au fort tempérament a influencé sa vocation d'avocat. Il s'appelait Hamlish Ould-Kadi. Donc il parlait arabe, c'était un arabe. Oui. Qui s'était engagé dans l'armée française avant-guerre, c'est dans les années 30, avait été envoyé en garnison en France, avait épousé une femme française, une blonde aux yeux bleus, et les deux familles se sont rencontrées. Ah bah pas la charcuterie. Si, pour nous la religion c'était une chose qui n'existait pas. Même les grands-pères. Aucune. Donc ils mangeaient du cochon. Oui, il mangeait tout. C'était un homme qui n'avait pas besoin de Dieu pour se suffire à lui-même. Il était fort. Une grande présence. Ouais, il avait une voix forte, il était un peu exubérant, il avait l'autorité morale pour parler. Quand il parlait, tout le monde se taisait. C'est vrai que lui a dû me transmettre ce goût de la parole qu'il porte. Il avait vécu des épreuves dans sa vie. La guerre d'Algérie, c'était une déchirure pour toute cette génération, où qu'on soit. Moi, quand je l'ai connu, il portait le béret. Donc c'était assez curieux comme mélange, vous voyez. Parce qu'il se sentait très français. Totalement. En fait, il avait choisi sa vie. Oui, il avait choisi la France. Et vous vous sentez un peu algérien ou pas du tout? Bah bien sûr. Donc je suis des deux rives un peu. Voilà, diffusion de cette émission sur M6 dimanche soir avec Karine Le Marchand. On termine ce zapping avec un homme politique qui est en pleine campagne en ce moment, sans être encore déclaré. Il s'agit d'Emmanuel Macron, qui était l'invité de RTL hier. Voilà un propos qui risque d'énerver son ancien Premier ministre Manuel Valls, et répondant à une question très claire d'une auditrice de RTL. Bonjour Monsieur Macron. Bonjour Madame. Donc je suis française de confession musulmane. Je suis arrivée en France à l'âge de 10 jours. J'ai aujourd'hui 50 ans. Je voulais savoir quelle était votre position sur l'islam et si, comme vous, certains de vos homologues politiques, vous pensez que l'islam n'est pas compatible avec la République. Pas une seconde, madame. Je me suis exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet. Nous sommes un pays, vous le savez, où l'État est laïque. On parle beaucoup de ce terme depuis plusieurs mois en particulier, même s'il est au cœur de la promesse républicaine française. Qu'est-ce que c'est la laïcité? La laïcité, c'est une liberté. La laïcité, c'est ce qui garantit la neutralité de l'État, des services publics, mais c'est ce qui permet à chacune et chacun de croire dans son intimité, mais de pouvoir croire dans le respect plein et entier de toutes celles et ceux qui vivent autour de lui. Et donc il n'y a en France aucun monothéisme, aucune religion qui soit un problème. Il y a des comportements qui peuvent être des problèmes. Et dans ces cas-là, il faut les sanctionner, il faut expliquer. Mais il y a un objectif collectif qui est celui de l'émancipation des individus et de la société. Donc toutes les religions ont leur place dans la société française à égalité. À égalité. Parce que c'est justement ce que permet
la laïcité. Et je crois que l'erreur que beaucoup font aujourd'hui, c'est de confondre ce qu'est la laïcité avec un laïcisme. C'est-à-dire d'installer l'idée qu'au fond, il y aurait une forme de religion républicaine qui viendrait combattre un monothéisme, parce qu'il pose aujourd'hui problème selon eux. Il y a des comportements aujourd'hui qui posent problème chez une partie de nos concitoyens qui sont de confession musulmane, mais qui considèrent en quelque sorte que les règles de la foi doivent primer sur les règles de la République dans le champ collectif. Ça n'est pas acceptable, c'est le principe même de la laïcité. L'égalité homme-femme s'impose à tous. Le respect des règles de la République s'impose à tous. Mais en symétrique, la République, au nom de la laïcité, n'a pas à exclure. Et donc, interdire le voile à l'université, c'est une option ? Ça n'est pas une option. Pourquoi ? Parce que la laïcité, comme je le disais, c'est une liberté. Aujourd'hui, par la laïcité, nous interdisons le voile à l'école. Parce que les consciences ne sont pas formées. Parce que les individus, les enfants, les élèves sont en situation de minorité, au sens propre du terme, intellectuel, de conscience. Et donc la République les protège en considérant qu'ils sont dans un espace commun, neutre, pour forger justement leur propre conscience et puis décider en conscience d'une religion. L'université, c'est le rassemblement d'individus adultes, de conscience éclairée. L'université, c'est le lieu d'expression politique, d'opinion. Et donc, à l'université, on peut avoir une religion. Ce qui gêne beaucoup de nos concitoyens et de responsables politiques qui ont pu articuler cette proposition d'interdire le voile à l'université. Comme Manuel Valls, qui a dit que c'était peut-être une Mais option. je pense que c'est une mauvaise mesure, parce que, qu'est-ce qui gêne ? C'est qu'une femme puisse être obligée de porter le voile et d'aller à l'université. Si cette situation existe, aller à l'université pour cette femme, c'est peut-être l'un des seuls endroits de liberté. C'est peut-être un des seuls endroits où elle peut accéder au savoir à d'autres. Et donc, c'est ce que j'expliquais, par un laïcisme qui va plus loin que la laïcité. Vous recréez... Vous la renvoyez à la main. Vous recréez du communautarisme. Voilà, Emmanuel Macron sur RTL hier matin dans ce zapping répondant donc avec une question de Fatima. Alors réservez votre choix dans ce zapping dans un instant puisqu'on se fait vite fait la pub comme ça on est tranquille et puis on vous écoutera réagir sur ce qu'on vient d'écouter dans ce zapping et puis vos avis tranchés aussi qui débarquent dans un instant. Bienvenue tout le monde, 08 92 23 99 50 si vous aussi souhaitez prendre la parole par mail lgf@francemagazine.fr, mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. Il ne dort jamais. France Maghreb 2, France Maghreb 2. C'est le grand forum, messieurs dames. Et on est là et bien entouré d'ailleurs. Tiens, c'est la parité la plus complète et exacte aujourd'hui. 2 garçons, 2 filles. Voilà. William Maghrebi, psychologue, toujours avec nous. Badri Ahmed qui est adjoint maire de la ville de Gentilly et Virginie de l'association Beytouna. C'est ça ? Beytouna. Beytouna. Ouais. Faudra que je me fasse attendre, tu sais, moi je suis un spécialiste de remixage, hein, donc t'inquiète pas. Hein. Ouais, mais en même pas temps. avec le nom de mon association quand même. Ouais, mais ça va rentrer, attends, 2 secondes. Hein. Faut que ça rentre dans ma petite tête, tu sais, j'ai pas un gros cerveau non plus. Hein. Voilà. Alors, donc pour ce qui est du zapping que vous avez écouté avec attention, j'en suis sûr, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Badri ? Alors pour moi c'est justement la déclaration d'Emmanuel Macron sur la laïcité. Je trouve qu'il est très lucide sur le sujet. La laïcité est une liberté. Toutes les religions ont leur place à égalité. Il fait bien la dissociation entre la confession, la religion et les comportements qui peuvent être à problème. Et donc je pense qu'il a une position qui est en rupture avec celle du chef du gouvernement, tout simplement. Ouais. Alors tu dis sur ce sujet, ça veut dire que t'es pas forcément d'accord avec lui sur le reste ? Et en matière d'économie par exemple ? Bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Très bien. William ? Justement concernant la question de la laïcité, moi j'irais même encore un petit peu plus loin puisque lui il parle de laïcisme. Moi, je parlerais plutôt j'irais même jusqu'à dire que ce qu'on est en train de constater, c'est qu'on est en train d'essayer de faire une nouvelle religion en France qui s'appelle. C'est-à-dire qu'on se sert de la laïcité pour créer une nouvelle religion qui serait l'athéisme. Ouais. Dire que Dieu n'existe pas ou ne se prouve pas, c'est donc croire en son absence. Donc ne pas croire en Dieu, c'est déjà une croyance. Donc pour moi, l'athéisme, c'est clairement croire de ne pas croire. Exactement. Ouais. Donc, et vouloir à ce point exclure le religieux de la sphère sociale, c'est juste vouloir faire, en fait, pour moi, à mon sens, de l'État français un État athée.
Et je pense vraiment effectivement qu'il a bien repositionné les choses concernant la définition de la laïcité, parce que ce qu'on peut constater en ce moment, c'est que les politiques et les diverses positions idéologiques, elles ont vraiment vidé la laïcité de sa substance première, à savoir la liberté de chacun de pratiquer son culte. Très bien, ça c'est pour Emmanuel Macron. Virginie ? Bah moi c'est pareil, Emmanuel Macron, je trouve il a bien parlé. Enfin, il est en totale opposition avec la plupart des politiques. Alors, est-ce que c'est pour récolter les voix des musulmans? Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi il a bien parlé. Pour l'instant il prétend rien, mais voilà, bon, pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Mais rappelons que d'après nos informations, il devrait annoncer sa candidature aux alentours du 15 novembre. Voilà, après de ce qu'il a été dit, oui, il a bien remis une sorte de définition de la laïcité. Donc on saura lui ressortir de toute façon si un jour il est promu à un avenir plus à un poste, j'allais dire, beaucoup plus important. On saura lui rappeler toutefois si il fait comme certains machine arrière. Parce qu'on en connaît des gens qui font machine arrière. Moi j'en connais un d'ailleurs qui est Premier ministre en ce moment, qui était pro-palestinien il y a 10 ans et qui est maintenant pro-sionisme maintenant. Oui, mais bon, les Français ont souvent la mémoire courte. C'est ça, c'est triste. Puisqu'on parle d'Israël, tiens, je voulais vous parler de cette flottille de Gaza. Vous saviez qu'il y a ces 15 femmes. Qui ont ce courage donc d'aller avec des voiliers donc essayer de dénoncer donc du côté de la bande de Gaza pour casser ce blocus. Eh bien évidemment elles ont été arrêtées par l'armée sioniste, par l'armée israélienne. Et donc c'est uniquement des femmes de dizaines de nationalités, donc dont une prix Nobel de la paix, qui est néerlandaise. Donc elle voulait briser le blocus de Gaza pour y rencontrer donc la population de Gaza. Elles ont été arrêtées. Il y a d'autres flottilles qui s'approchent de Gaza, mais encore une fois on peut regretter qu'à chaque fois ça soit empêché. Pourquoi, on ne sait pas. Enfin, vous avez peut-être une petite idée. Pourquoi on ne veut pas qu'on voie ce qui se passe du côté de Gaza, qui était d'ailleurs qualifié par un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, une prison à ciel ouvert. C'est lui qui l'avait dit. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à déplorer de mort. Ouais, contrairement à celle de 2010, ouais. Exactement, aux fois précédentes. Ce qui avait d'ailleurs empoisonné les relations turco-israéliennes. Je dirais même pas que c'est une prison à ciel ouvert, puisque les Palestiniens sont quadrillés par des hélicoptères, par des même le ciel n'est pas ouvert en fait. Ils sont en prison à ciel fermé. Ouais, c'est vrai. C'est encore pire. Bah, tu ne peux pas sortir ni entrer par l'air, par la mer, par la terre. Donc ils sont vraiment véritablement en prison, quoi. Effectivement. Badri, t'as une petite idée toi sur le fait que ces flottilles, donc encore une fois, c'est extrêmement courageux, 15 femmes comme ça qui essaient d'aller briser le blocus de Gaza. Elles ont passé des jours et des jours. Ce fut quand même périlleux le départ apparemment, et puis leur arrivée également. Oui. Alors effectivement, d'abord elles sont extrêmement courageuses. Maintenant, je pense qu'il faut effectivement c'est ce type d'initiative qui permet en tout cas de faire la lumière sur ce qui peut se passer à Gaza, parce que un des objectifs du gouvernement israélien, c'est évidemment d'éviter qu'on parle de Gaza autrement que la façon dont il souhaiterait qu'on en parle. Ouais. Donc plus il y a d'initiatives qui sont en faveur du fait de briser le blocus ou ça fait pas la une BFM TV, ça je vous rassure. Voilà. Donc plus il y a d'initiatives et mieux c'est. Donc l'idée c'est que évidemment c'est que ça se multiplie et qu'il y ait de plus en plus d'initiatives. Après c'est effectivement compliqué. Voilà. Par contre au niveau de la médiatisation, c'est vrai qu'on n'en a pas particulièrement entendu parler. On n'entend pas parler du tout même. À croire que cette flottille n'existe pas, qu'elle n'a aucune ambition. Enfin voilà. Tout ce qui concerne Gaza, de toute façon, comme le disait d'ailleurs si bien Badri, et ce qui va pas dans le sens, j'allais dire, de l'armée israélienne, de Israël, forcément n'est pas forcément le bien vu. Un blocus de l'information. Un blocus de l'information, comme un blocus de Gaza et un blocus de pas mal de choses d'ailleurs, malheureusement, pour les Palestiniens. Alors ça c'est fait, donc évidemment je vous invite à aller liker d'ailleurs le petit post qu'on vous a mis sur le Facebook avec la photo de ces femmes magnifiques. En tout cas, et bravo à elles. Voilà. On va passer aux habits tranchés. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors moi je serais pour baptiser comme ça Virginie. La mettre dans le bas tout de suite.
Moi, Et- j'étais pas pour me baptiser. Ah ouais, non, mais c'est comme ça. C'est William qui me l'a proposé. Non, je rigole, c'est pas vrai. Alors, on va t'écouter, ma chère Virginie, dans ton premier avis tranché. Voilà. Donc mon premier avis tranché, ce sera sur le féminisme. Donc pour moi, c'est un mot qui, à mon sens, a perdu de sa valeur à cause des mouvements féministes. Les nouveaux mouvements féministes qui sont mal organisés dans leur vision de la femme. Des mouvements tels que Ni pute ni soumise ou les Femmes. Alors j'en profite pour faire un petit clin d'œil à certains de mes amis Facebook. Les Femmes ne sont pas des hommes faits et encore moins des fées. C'est plutôt des furies. Donc défendre les droits de la femme, ok, c'est une cause noble. En faire un moyen de persécution des hommes, c'est du grand n'importe quoi. Donc des femmes qui veulent lutter contre l'objectisation de la femme et pour son émancipation tout en l'objectisant et la sexualisant. À l'origine, l'objectif principal du féminisme, c'était de réformer les institutions de sorte que les hommes et les femmes deviennent égaux devant la loi. Les féministes se sont battus pour avoir des droits à l'éducation, au travail, à la maîtrise de leurs biens et bien sûr au droit de vote. À travers la force de leurs convictions et de leurs combats, elles ont réussi pour la plupart à atteindre leurs objectifs. Mais alors de nos jours, j'ai l'impression que le féminisme se résume à se balader nu, à vociférer des insultes à l'encontre des hommes, musulmans en particulier, et nous assistons à la naissance d'un féminisme de l'apparence qui consisterait à trouver son sens dans la nudité de la femme, et que seules les réformes que les féministes veulent instaurer, que les seules réformes qu'ils veulent instaurer sont le raccourcissement des vêtements féminins et l'abolition de l'islam, si tant est que ça soit possible. Au lieu de s'immiscer dans la sphère intime d'une minorité de femmes, elle ferait mieux de s'occuper de ce qui concerne la totalité des Françaises, comme les violences conjugales, le travail précaire, la disparité des salaires, la discrimination à l'embauche, la monoparentalité, l'objectisation de la femme. Je pense que à la base c'était l'objectif du féminisme d'abolir les inégalités hommes-femmes et de promouvoir les droits de la femme. Et quelles sont les inégalités auxquelles on peut mettre fin hormis celles concernant la citoyenneté? Je pense aucune. Parce que pour moi, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Je sais que ça va choquer, mais pour moi, ils sont complémentaires. Faut pas chercher à considérer les différences des hommes et des femmes comme des inégalités. Parce que ce sont justement ces dissemblances-là qui font la complémentarité de ces deux êtres. Pour garder cet équilibre, je pense que chacun doit rester à sa place. Bon, je sais que mes mots sont un peu durs, mais bon, voilà. Et arrêtons de vouloir ressembler ou faire comme l'autre, que ce soit physiquement ou socialement, et avançons ensemble dans nos différences. Les nouvelles féministes, elles ont un modèle type de la femme qui doit être dynamique, court vécu, indépendante financièrement, et toutes celles qui rentrent pas dans leurs critères sont asservies, soumises ou aliénées, en particulier les femmes musulmanes et voilées de surcroît. Mais les féministes oublient que les femmes sont fortes, particulièrement nous, femmes musulmanes, car on a le meilleur des soutiens en Allah. Et nous, et toutes les femmes sont capables de faire des choix et de les assumer contre vents et marées. Les féministes devraient être acquises à la cause de toutes les femmes, peu importe leur religion, leur origine, leur âge ou leur histoire, du moment que ces femmes ont fait un choix, leur choix. Et le rôle des féministes n'est-il pas de soutenir les femmes dans leur choix, leur propre choix? On peut pas imposer son mode de vie à quelqu'un qui n'en veut pas et qui a choisi le sien en âme et conscience. Je pense que ce n'est pas en dénigrant ou en combattant avec virulence et vulgarité les hommes que les femmes pourront s'élever. Je trouve qu'utiliser son corps, plus particulièrement sa nudité, pour se faire entendre n'a rien de féministe. C'est dégradant et réducteur pour la femme. Nous avons des cerveaux, utilisons-les. Et surtout, la meilleure des armes pour la femme, c'est son cœur. Il faut savoir s'en servir pour distiller l'amour et changer les mentalités. Nous sommes l'avenir car c'est nous qui élevons les futures générations. Et puis la haine n'a jamais arrangé les choses, bien au contraire, alors essayons l'amour. Bref, je suis pas féministe, je suis philanthrope. Mais avant tout, je suis musulmane, c'est ce qui me définit le plus. Et ça me suffit à aimer, à accepter chacun dans sa différence et dans ses choix, quoi qu'en disent ces pseudo-féministes. Bon, alors les féministes en ont pris plein leur grade, hein. Tiens, William. Alors je trouve pas mes mots. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir avoir cette vision du féminisme de la part justement d'une femme croyante et pratiquante et musulmane et voilée de surcroît. Elle vient vraiment mettre en lumière le fait que c'est pas parce qu'on est comme ça qu'on est soumise et qu'on est brimée ou aliénée par qui que ce soit. Donc moi je trouve que c'est bien d'avoir remis à sa place nos amis entre guillemets féministes. Ouais. Badri, toi, le féminisme, ça te parle?
Alors le féminisme, effectivement, je pense que je suis d'accord sur le fait que il n'y a pas une forme de féminisme et que je pense qu'il y a plusieurs points de vue. Les points de vue peuvent différer. Néanmoins, l'objectif c'est le même, c'est-à-dire de défendre la femme, de défendre les droits des femmes, et etc. Néanmoins, il y a juste un petit point sur lequel peut-être j'aimerais apporter peut-être une précision. Je t'en prie. L'égalité homme-femme, c'est pour moi, il me semble aussi une question de droit. Donc quand on dit égalité, on précise aussi l'égalité des droits, enfin en tout cas l'égalité des hommes et des femmes face l'égalité des droits des hommes et des femmes, et là-dessus il faut, je pense, rester en tout cas assez ferme sur le fait que les hommes et les femmes sont égaux en droit et en devoir, voilà. Même s'ils sont complémentaires ou différents physiquement, ils restent égaux en droit et en devoir. Voilà. Oui, ça j'ai pas remis en question, justement, c'est ce que je disais, je confirme ça, mais après on peut pas, faut arrêter de nous dire que la femme, maintenant on veut que la femme devienne un homme, alors que c'est pas le cas. Moi, en droit, c'est tout à fait ce que je disais. C'est pour ça que je parlais d'égalité des salaires, de travail précaire, parce que c'est les femmes qu'on met dans le travail à mi-temps, tout ça. Donc oui, tout ce qui est en droit, entre guillemets, social, tout ce qui concerne la citoyenneté, bien sûr que les femmes doivent être l'égale des hommes. Mais dans la vie intime ou dans la sphère privée, qu'on nous laisse faire ce qu'on veut. Si on n'a pas envie de travailler, si on a envie d'élever nos enfants, ou si au contraire on a envie de travailler, c'est nos choix. Donc on doit nous aider dans nos choix. De liberté. Voilà. Et de choix. Voilà. Mais dans les faits, il n'y a pas d'égalité de salaire. Hein. Voilà. Vrai. Bah oui, c'est pour ça. Non, mais ça c'est clair, ça existe encore en France. Il y a il y a pas forcément une égalité de salaire, même pas du tout. Dans certains domaines, vous avez des femmes qui sont responsables à un poste équivalent, l'homme touchera un peu plus. Voilà, c'est une réalité. Et même pas ça, c'est que même pour le statut, il y a des femmes qui ont des qualifications égales à des hommes, et qui n'ont pas le même statut dans l'entreprise. On va pas mettre forcément une femme PDG ou cadre. Parce que c'est une femme, parce qu'elle peut avoir des enfants, parce que l'enfant peut tomber malade, parce que parce que ça, parce que c'est une femme. Tout simplement. On refuse encore des primes et des augmentations de salaire à des femmes qui viennent d'accoucher. Alors là, on empiète un peu sur le sujet que je vais évoquer. Mais effectivement, aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation un petit peu qui est un peu encore bancale sur la question des droits des femmes, et ça, on le voit à la fois dans le monde politique et dans le monde économique. On voit aujourd'hui, et ça, c'est depuis des années. Hein, l'évolution n'a pas encore été suffisante, mais les conseils d'administration des grandes entreprises, les COMEX des grandes entreprises sont aujourd'hui essentiellement composés d'hommes, d'une certaine issue des mêmes écoles, d'un certain âge, etc. Donc effectivement, ça n'évolue pas suffisamment vite. Ça évolue un peu, mais pas suffisamment vite. Voilà. Alors Badri, puisque tu as la parole, tu vas la garder si tu le veux bien pour nous confier ton avis tranché sur l'économie de la discrimination. Alors le coût économique des discriminations. Alors il y a un rapport qui est sorti récemment rédigé par France Stratégie le 20 septembre dernier, et ce rapport en fait évoque le coût de la discrimination. Alors il évoque un impact à plusieurs niveaux. D'abord, c'est une entorse aux principes républicains, et notamment au principe d'égalité des chances. Ensuite, il considère que c'est un coût économique à la fois pour la victime de discrimination, mais aussi pour la collectivité. Alors, le coût des seules inégalités d'accès à l'emploi, donc là on circonscrit l'étude à la question de l'accès à l'emploi et l'accès aux postes qualifiés. Donc juste sur la question de l'emploi, on est déjà à un manque à gagner pour la collectivité de l'ordre de 150 milliards d'euros par an, soit 7% du PIB. Alors, dans ce rapport, il y a deux formes de discrimination retenues. Le sexe, donc les inégalités entre les hommes et les femmes, et l'origine géographique. Et en plus de ces deux formes de discrimination, trois autres formes de discrimination permettent de compléter l'analyse, à savoir le handicap, l'orientation sexuelle et le lieu de résidence. Alors, ce qui ressort de cette étude, de ce rapport, c'est qu'être une femme est le premier facteur d'inégalité et de discrimination.
suivi par l'ascendance migratoire. Donc si vous êtes une femme, vous êtes fortement discriminé, et si vous êtes une femme d'ascendance migratoire, vous l'êtes d'autant plus. Sachant par ailleurs que les femmes sont en moyenne mieux diplômées que les hommes. Quelques chiffres sur les diplômes. Alors les femmes qui n'ont pas d'ascendance migratoire, alors je précise, c'est la terminologie qui est utilisée dans le rapport. Donc je l'utilise donc volontairement. Donc les femmes qui n'ont pas d'ascendance migratoire, donc pour la période 2009-2014, elles étaient donc diplômées ayant un bac ou un diplôme d'études supérieures. 55% de femmes donc étaient diplômées. Pour les hommes de même catégorie, il n'y en avait que 48%. Pour les femmes descendantes d'immigrés d'Afrique ou du Maghreb, le taux était de 48%, alors que pour les hommes de même catégorie, il était de 43%. Donc les femmes sont mieux diplômées que les hommes. En revanche, sur la question de l'emploi, elles sont évidemment, en tout cas, l'égalité n'est pas respectée. Alors, concernant l'égalité et l'égalité des salaires, donc il y a un écart de salaire. Donc les femmes qui n'ont pas d'ascendance migratoire directe, tout âge confondu, ont un salaire inférieur de 33% à celui des hommes de même catégorie. Et les femmes ayant une ascendance migratoire, la différence est de moins 49%. C'est-à-dire qu'une femme qui a une origine d'Afrique ou du Maghreb a quasiment un salaire inférieur de moitié à celui d'un homme qui n'a pas d'ascendance migratoire directe. Concernant l'accès à l'emploi, alors la probabilité d'être actif, donc d'avoir un emploi, présente également des écarts. Donc le taux d'emploi des femmes sans ascendance migratoire directe est de moins 9% par rapport aux hommes. Donc c'est la probabilité d'avoir un emploi, il est inférieur de 9 points. La probabilité d'avoir un emploi quand on est une femme issue des DOM, donc des départements d'outre-mer, il est de moins de 10 points. La probabilité d'avoir un emploi quand on est un homme descendant d'Afrique ou du Maghreb, donc il est de moins de 12 points. Et quand on est une femme issue donc de l'immigration, voilà, il est de moins de 24 points. Donc les femmes ont une probabilité d'avoir un emploi beaucoup plus, en tout cas beaucoup plus faible quand il s'agit des femmes ayant une ascendance migratoire. Alors en conclusion, la discrimination est un facteur de fracture, c'est un facteur de perte de confiance dans les principes républicains et notamment le principe d'égalité des chances. Mais la discrimination, c'est aussi un non-sens économique. Pourquoi ? Parce que ça constitue un manque à gagner pour l'État, pour la collectivité. C'est un manque à gagner économique estimé à 150 milliards d'euros par an, soit 7% du PIB. William, oui. Sur cet aspect très précis que nous vient de nous donner donc Badri, des chiffres qui sont quand même parlants et frappants. Qui font peur. Il y a autre chose dont Badri n'a pas parlé, c'est également l'espérance de vie. Il me semble que oui. L'espérance de vie, les femmes jusqu'à présent avaient une espérance de vie beaucoup plus haute que celle des hommes, mais le fait que leur rythme de vie s'apparente de plus en plus à celui des hommes au niveau professionnel, ça fait que quand elles doivent gérer plusieurs choses à la fois, en réalité, leur espérance de vie commence à s'égaliser avec celle des hommes. Autre chose par rapport à la discrimination, faut en revenir clairement aux préjugés. Derrière tout ça, il y a énormément de préjugés. On sait que les préjugés, c'est l'ensemble de croyances à propos d'un groupe social ou du sexe. Il y a énormément de préjugés quant au fait qu'effectivement, c'est ce qu'on disait, être une femme, ça veut dire qu'on ne va pas, ça veut dire qu'on va s'arrêter parce qu'on va avoir un enfant, ça veut dire qu'on est moins efficace, qu'on tient moins le stress, etc., etc. Les préjugés sont clairement une injustice. C'est une généralisation qui est excessive, c'est donc une erreur, c'est une erreur de jugement et de raisonnement, mais je pense qu'avant qu'on puisse réellement lutter contre les préjugés et que ça s'impacte au niveau du travail, il y a un très 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 long chemin à faire. Virginie, ça va un petit peu, c'est un sujet aussi qui te parle, je pense. Oui, moi je trouve les chiffres édifiants. En fait, une telle disparité, c'est choquant.
je comprends pas en fait, parce que pour le bien d'une entreprise justement, c'est d'avoir de la diversité et des gens motivés, des gens différents, parce que justement c'est quand les différences d'origine, de sexe ou d'âge qui font justement ça pousse à la créativité dans l'entreprise en fait. Si on dialogue, on va plus avancer. Et en fait, elle s'arrête sur on prend un homme qui sort de telle école, qu'à tel âge, qu'à telle fréquentation. C'est aberrant. En fait, je pense que les entreprises en France ont pas compris. Après, il y a aussi le fait que je pense que nous parfois aussi on se bloque, les femmes ou enfin moi voilà, j'ai pas d'origine étrangère, hein. Bon, j'ai juste mon voile, mais je sais que voilà, moi j'ai des amis qui vont se bloquer, qui vont me dire ouais bah voilà, moi ils vont pas me prendre parce que non, je pense que c'est à nous aussi de pousser les portes et de pas laisser faire. On parlait très récemment de la théorie du genre, mais il y a des recherches qui ont été faites où on a interrogé les enfants sur leurs projets d'avenir et leurs projets professionnels. Et en fonction qu'on était une fille ou un garçon, les petites filles avaient tendance à avoir des objectifs professionnels beaucoup plus bas que ceux des garçons. C'est-à-dire que les garçons, ils se voyaient chef d'entreprise, premier ministre, président, et les filles avaient tendance à aller vers des métiers beaucoup moins hauts au niveau social. Alors, Badri, oui, en un mot. Oui, pour dire un mot, effectivement, je pense qu'il y a là un sujet pour les politiques. Hein, aujourd'hui, on les a entendus dire récemment vouloir défendre, en tout cas, le droit des femmes. Donc voilà, il y a un sujet important qu'est l'inégalité à l'emploi. C'est peut-être pas forcément sur la tête que ça se passe, mais plutôt ce qu'elles ont dans le ventre, quoi. Voilà, exactement. À exprimer, qu'il faut s'attaquer. Exactement. Par contre, peut-être un petit mot encore là-dessus, c'est que le coût de la discrimination, là, il a été circonscrit à la question de l'emploi. Le coût de la discrimination, d'une façon générale, est beaucoup plus important parce qu'il ne s'agit pas que de l'emploi. Oui, bien sûr, on a bien compris. Du logement, de l'éducation, etc. C'est peut-être même encore pire d'ailleurs. L'accès aux soins. Et sans oublier également le coût de la discrimination, le coût indirect, c'est-à-dire que ça se répercute sur la collectivité et sur les collectivités. Pub, je suis désolé, hein. Pub, dans un instant, William Maghrebi, elle arrive, et attention, ça va faire mal. Le grand forum, on est là, messieurs, dames. Bienvenue à tous en ce jeudi après-midi avec... ce soir, on en parlait tout à l'heure sur France 2, vous avez le rendez-vous politique qui avait été, vous vous en souvenez, le premier numéro avec Nicolas Sarkozy. On avait beaucoup parlé ici, puisqu'un de notre équipe a fait partie du débat, Mohamed Bajrafil notamment. Et ce soir, c'est au tour d'Alain Juppé qui d'ailleurs remonte dans les intentions de vote, puisque beaucoup, notamment Juppé et Fillon, font des appels du pied de la gauche pour qu'ils viennent voter aux primaires. Vous savez que c'est une primaire qui va être ouverte à tous, et on sent quand même cette envie de beaucoup de gens de gauche d'aller voter aux primaires pour tout simplement écarter Nicolas Sarkozy. C'est en fait un peu du tout sauf Sarkozy qui s'exprime chez les électeurs de gauche. Tu le comprends, toi, Badri, ce vote, dire, même si on n'épouse pas les valeurs de la droite, juste pour aller empêcher Sarkozy? Oui, je le comprends, oui. On peut vouloir effectivement, en tout cas que... oui, c'est une stratégie. Donc Juppé était très soutenu par le centre. Aujourd'hui, il fait des appels du pied vers la gauche. Voilà, et Sarkozy fait des appels du pied vers la droite, l'extrême droite. Donc voilà, donc c'est une stratégie que les gens peuvent adopter, à vouloir éliminer Sarkozy. Voilà. Ouais, tant que c'est ouvert, c'est possible, donc pourquoi pas. Ouais, c'est une option que tu te réserves, toi? Pourquoi d'aller voter à la primaire? Mais oui, je pense que c'est intéressant. Moi personnellement, je vais y aller. Et si pourtant, je suis pas de droite. C'est une bonne idée. Ouais. Voilà. William. Je trouve ça étonnant quand même que des personnes de la gauche aillent voter chez les gens de la droite. Non mais c'est la stratégie. Oui, non, bien sûr, oui, c'est stratégique, mais je sais pas, je trouve ça étonnant quand même. Moi, je me rappelle avoir été voté pour la primaire des socialistes, alors que je suis pas franchement socialiste, surtout depuis que l'on est arrivé, quoi. Je suis un peu moins socialiste, quoi. Ouais. Et de toute façon, voilà, on n'est pas forcément. Faut arrêter de mettre les gens dans des cases, quoi. Ouais, exactement. Je pense que Sarkozy en a donné, Hollande aussi. Et donc il y a selon certaines personnes un danger qui guette, c'est Sarkozy. Et peut-être que c'est une stratégie, j'allais dire tout à fait démocratique, qui permet de pouvoir dire non. Faire barrage, de toute façon, c'est indispensable. Ça, après, de choisir, ça veut pas dire que si on vote par exemple pour Juppé ou pour je ne sais qui d'ailleurs, on partage pas forcément tout de Juppé.
mais on est dans la politique du moins pire. Alors c'est vrai qu'il y en a qui la contestent, hein, cette stratégie, mais c'est une stratégie comme un autre. Et d'ailleurs, on s'est aperçu au travers de différentes études qui sont publiées qu'il y a beaucoup, à peu près, on estime à 6 à 7% de personnes qui se disent de gauche qui vont aller de quasi sûr, en tout cas, voter à cette primaire. Donc c'est normal que Alain Juppé ou que Fillon fassent des appels du pied. En tout cas, on l'attend ce soir au virage. Vous allez regarder ce soir sur France 2 ? À coup sûr. À coup sûr. Virginie ? Je sais pas, je vais voir. Badri ? Oui, probablement. Bon, d'autant plus qu'il y a un alléchant complément d'enquête après, hein, dont le titre est très évocateur. Dont la vie est déjà tranchée. Oui, pour le coup, c'est clair. CCIF, donc un lobby musulman. Voilà. C'est le programme du complément d'enquête qui est à la base une bonne émission. Alors, on va voir ce que ça donne. Je veux dire, si c'est un peu comme le dossier tabou d'M6, franchement, c'est un ramassis de poubelles, mais bon. Oui. Voilà, on va voir ce que ça va donner ce soir sur France 2. Donc, alors, on va passer maintenant au moment tant attendu par moi, je vous l'accorde, parce que William tout à l'heure m'a dit attention, mon avis tranché est extrêmement tranché, et il risque de pas faire plaire à beaucoup de monde. Alors, on est tout oui, William, pour ton avis tranché. Alors, mon avis tranché d'aujourd'hui se veut clairement et volontairement tranchant afin d'être dans la continuité du précédent sur la Rokia Business. Je vais pas me faire des amis, mais qu'à cela ne tienne, je l'assume. Je ne suis pas là pour caresser qui que ce soit dans le sens du poil. Je veux dire tout haut ce que beaucoup de psychologues et de psychiatres pensent plus tellement si bas en fait. Je me veux donc, sans prétention aucune, aujourd'hui en être la porte-parole. Ça suffit, il est urgent d'alerter, de mettre en garde contre de nombreuses dérives et d'éveiller les consciences sur un autre terrain de jeu de charlatans, des charlatans qui sont d'ailleurs de plus en plus difficiles à repérer. Donc un autre terrain de jeu, à savoir celui de la santé mentale, avec la prolifération exponentielle et désastreuse de nouveaux usurpateurs attirés par l'argent facile et ne nécessitant aucun diplôme, à savoir la nouvelle génération dans notre communauté musulmane, en particulier, de pseudo-psychothérapeutes. Et oui, il et elle ont repéré le bon filon. C'est un fait, le marché est trop tentant et alléchant. Les arabo-berbéro-musulmans d'aujourd'hui sont jeunes et dynamiques, ils sont plus instruits, beaucoup plus ouverts à la question de la psychologie du fait d'avoir été éduqués à la Dolto et nourris à la sauce Ruffo. Contrairement à leurs aînés, ils franchissent plus facilement le pas d'aller consulter. La conscience musulmane semble d'ailleurs s'ouvrir progressivement à de nouveaux horizons de la vie psychique. Et c'est inédit, on n'a plus honte d'exprimer le besoin de se rendre chez un psychologue, de se remettre en question ou d'interroger sur son identité. Plus que jamais, la réponse à la question « Qui suis-je ?» devient le leitmotiv d'une génération en mal de repères. Et d'ailleurs, il est in ou swag désormais de dire à l'autre qu'on est suivi. La demande d'aide psychologique s'accroît. Mais par contre, l'ignorance et les confusions qui l'accompagnent laissent là dramatiquement la place libre à n'importe qui s'autoproclame thérapeute et qui ne lâchera pas le steak si facilement. Cette profession baigne dans le flou et l'opacité puisqu'elle n'est soumise à aucun contrôle ou encadrement. Aucune législation ne garantit aux patients une formation ou un socle commun des compétences du thérapeute puisqu'il ne dispose d'aucun statut légal, contrairement aux psychologues. Un essai de médicalisation de la profession a bien été tenté à coup d'amendement, d'ailleurs un amendement qui est toujours en discussion depuis 17 ans. Ça a également été tenté à coup de manifestations auxquelles, j'ai pas honte de le dire, j'ai moi-même participé, sans succès. Mais franchement, si aujourd'hui tout le monde peut prétendre être n'importe quoi, c'est aussi notre faute à nous. Oui, nous, les universitaires, les chercheurs, les médecins, les étudiants, parce que comme pour la Rokia, comme sur nos minarets, nous laissons la place à celui qui l'exige et qui sait séduire la masse. Je sais que le véritable effort intellectuel s'accompagne toujours d'humilité, dont je l'affirme par expérience, en sont dépourvus la plupart des thérapeutes. Mais il est de notre responsabilité de nous préserver et de préserver notre Oumma de ceux qui nous abrutissent de banalité à coups de pages Facebook, de vidéos YouTube ou de séminaires à la mode. Je le dis et je l'affirme, ils ne sont rien d'autre que les VTC de l'esprit, dont ils ne connaissent pas les codes et les différents chemins pour parvenir à destination de la guérison. Ils n'en maîtrisent pas la conduite afin de ne pas vous mettre en danger durant votre tentative de cheminement interne. Moins cher et plus visible, ils vous font surtout courir le risque de l'accident tragique. Ils ne réalisent pas la MN qu'ils ont entre les mains et du
terrain fragile sur lequel ils jouent au docteur. Combien de cas de décompensation? La décompensation, c'est le fait d'entrer dans la psychose, c'est-à-dire de devenir fou. Avons-nous à déplorer à cause d'eux? Et ne croyez pas que l'on soit jaloux, nous les psychologues, comme ils se plaisent si souvent à le dire. Peut-être parce qu'eux-mêmes ils sont dépassés par leurs affects. Aucun psychologue ne sera jamais jaloux de ces pseudothérapeutes qui pullulent tels des mouches sur une blessure non soignée et qui surfent sur la vague de la souffrance morale. Un chef étoilé ne sera jamais jaloux d'un commis. Bon, sérieusement, j'ai mal pour ma Oma, trompée, volée et à qui on injecte des bêtises à coups de mouvements oculaires à 90 € les 30 minutes chronométrées. Mal de faire le constat amer que des ignorants s'attribuent d'eux-mêmes des titres pompeux, parce que plus vendeurs, tels qu'experts en sciences comportementales, quand des docteurs, des sommités de la psychologie, des maîtres de conférences décorés la Légion d'honneur se le refusent par modestie. Plus on nage dans l'immense océan qu'est celui de la psychologie, plus on prend conscience de l'étendue du savoir nécessaire à la saisie de l'esprit humain, et moins on ose affirmer une compétence dans un domaine dont on ne connaît que le nom. Les pseudothérapeutes, parce que moi je les appelle pas les psychothérapeutes, mais les pseudothérapeutes, sont faciles à reconnaître. Ils se sentent agressés quand on les met face à leur incompétence. Ils ne connaissent pas la remise en question. Alors que justement, ce travail nécessite la connaissance de ses propres limites. Non, eux, ils sont tout puissants. Ils peuvent tout soigner, tout guérir. Leur ego est juste surdimensionné. Le travail de la psychologie nécessite l'humilité, la patience, l'abnégation. Le thérapeute qui n'a pas fait l'expérience d'une certaine souffrance parviendra très rarement à acquérir ses qualités. Être psychologue, c'est avant tout une vocation mise à mal, éprouvée par 5 années d'études, environ 200 partiels, au minimum 8 €, 900 heures de stage, 1500 heures de cours, pas moins de 600 pages de mémoire et 300 de rapports de stage. C'est des dizaines de nuits blanches, beaucoup de larmes et de stress que ces pseudo-thérapeutes ignorent d'un revers de la main. Pourtant, on ne devient pas chirurgien, il me semble, sans plancher des années sur ses cours et s'exercer à la maîtrise de soi. La concentration et l'effort ne se remplacent pas à coup de formation de 6 mois à 6 000 €. Comme on ne guérit pas d'ailleurs une personne en 3 rendez-vous à 600 €. C'est une illusion. Jamais vous ne confieriez votre corps délibérément à un faux médecin. Alors pourquoi le faire avec votre esprit, qui pourtant est le bien que vous avez le plus précieux? Jamais vous ne confieriez votre enfant à un pseudothérapeute, car vous seriez trop soucieux de vouloir le bien pour lui. Alors pourquoi ne pas avoir la même inquiétude pour vous-même? Tout le monde peut être dans l'écoute, la compréhension, l'empathie, la compassion, la consolation. Cela ne requiert aucune théorie, seulement de la bonne volonté. En cela, on peut tous se la jouer psy, mais le véritable psy, à savoir le psychologue ou le psychiatre, fait bien plus que cela. Il travaille sur le fonctionnement psychique et ses mécanismes, dont sont très souvent ignorants ces apprentis magiciens qui jouent avec le feu. Combien ai-je en ce moment même, au sein de mes patientes, combien en ai-je eu ayant été au bord de la folie après être passé entre les mains de manipulatrices, de pseudo-sœurs ayant pignon sur rue? Combien ai-je de personnes en consultation gratuite car elles se sont tout bonnement surendettées à payer des séminaires à l'autre bout de la France absolument inutiles pour elles? Combien ai-je eu de patientes désillusionnées ou écœurées de la psychologie après avoir été leur joujou? Écouter n'est pas entendre. Écouter n'est pas donné à tout le monde. Cela suppose une pratique, une formation, une supervision. Mes patientes ne sont pas mes copines. Ma neutralité, ma bienveillance, mon non-jugement, ma conscience de ce qui relève de mes opinions ou de mon ressenti, tout cela s'acquiert par des années de pratique. Je ne suis pas là pour me faire bien voir ou pour m'enrichir sur leur dos. Alors, et je finirai avec ça, il est hautement souhaitable, voire primordial, que chacun d'entre nous se donne les moyens de savoir quelle est la formation et quelles sont les compétences de la personne qu'il consulte. Je vous en supplie, renseignez-vous avant d'entamer quoi que ce soit. Prenez le temps de réfléchir. La profondeur de votre mal-être ne doit pas vous faire tomber encore plus bas. J'invite tous les pseudo-thérapeutes qui n'ont rien à se reprocher à mettre sur la place publique, suroccupée par eux d'ailleurs, à mettre sur la place publique leur CV, leur diplôme aux yeux de tous. Je suis disposée à en faire de même, il n'y a pas de raison. J'invite tous les pseudo-thérapeutes à se cantonner au bien-être et à ne pas aller sur des terrains qui les dépassent. Eux qui, pour la plupart, ne connaissent rien des délires, de la paranoïa ou de la schizophrénie. Eux qui sont incapables de poser le moindre diagnostic, comment peuvent-ils prétendre soigner? Pourtant, ils ont des avis sur tout. Croient tout savoir, en ayant lu juste 1 ou 2 livres. Comme pour nos religieux, les scientifiques sont dénigrés et les ignorants sont glorifiés. Après tout, mais qu'est-ce que j'ai moi aussi à m'en étonner? Notre prophète, alayhi salatu wassalam, ne nous l'avait-il pas
justement présager? William Maghrebi, tu t'es pas fait que des amis. Non. Ouais. Alors, moi, ma question que j'ai envie de te poser en écoutant tout ça, c'est comment fait-on pour détecter, mais à part donc aller se rechercher donc sur la personne, détecter le bienfait de la personne, est-ce qu'elle est capable? Comment fait-on pour détecter finalement un bon thérapeute? Alors déjà, on interroge la Fédération française de psychothérapie. C'est-à-dire que si on a un nom, on va sur Internet, on les contacte et on leur demande si cette personne fait partie des psychothérapeutes reconnus. Sur les 20 000 psychothérapeutes déclarés, seuls 3 000 en font partie. Donc déjà, c'est un présage de garantie. Ensuite, on n'hésite absolument pas à appeler le thérapeute et à l'interroger. Quels sont ses diplômes? Quelle est son expérience? Quelle est sa formation? C'est déontologiquement, on est dans l'obligation de dire aux patients qui on est, quelle est notre spécialité et quelles sont nos compétences. Le patient doit absolument savoir à qui il s'adresse et qu'est-ce qu'il est en capacité de recevoir par cette personne. Alors s'il y a des témoignages, évidemment, vous pouvez nous appeler en 08 92 23 99 50 lgf@francemaghreb2.fr ou sur le mobile répondeur aussi 06 18 21 56 41. Badri, c'est pas vraiment ton domaine, mais qu'est-ce que ça t'inspire, ça, cette volonté de William de remettre les choses à plat? Ce fut le cas déjà pour la Rukia, je crois que t'étais là d'ailleurs ce jour-là. Oui. Et aujourd'hui, elle remet une couche pour les pseudo-thérapeutes. Moi personnellement, j'en connais, mais bon, je dirais pas les noms. Alors, j'en connais aussi. Alors effectivement, c'est une profession que je connais pas très bien, mais comme toutes les professions, je pense que c'est une profession qui se professionnalise. Je pense qui a déjà fait le. En tout cas, c'est une profession qui devrait se professionnaliser. Si c'est pas le cas, et dans ce cas, pourquoi ne pas aller vers peut-être comme font les avocats ou les médecins, un ordre des avocats ou un ordre des médecins. Il y a un ordre des psychologues. Il n'y a pas un ordre des thérapeutes parce que c'est trop diversifié. Oui, pour les thérapeutes. Voilà, parce que c'est trop diversifié et que chacun fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Donc la problématique, elle est d'avoir des références qui permettent d'identifier les bons thérapeutes ou les vrais thérapeutes. Et, premièrement, deuxièmement, d'avoir peut-être aussi un système d'audit qui permettrait d'aller voir les cabinets qui sont aujourd'hui actifs et donc de voir si effectivement ces cabinets sont conformes ou pas. Voilà. Plus de 400 types de formes de psychothérapie, c'est extrêmement difficile. Il y a eu un amendement en 1999 qui était l'amendement à Accoyer, qui a tenté justement de recadrer les choses en laissant l'exclusivité du titre de psychothérapeute aux psychologues et aux médecins, sauf que bien entendu les pseudo-thérapeutes ont manifesté haut et fort. C'est pas pour rien que je parle de VTC de la psychiatrie. Ils sont les VTC pour moi de l'esprit humain parce que ça va pas faire plaisir aux VTC, ça. Parce que oui, je l'assume aussi. Oui, je l'assume aussi parce qu'il y a un enjeu financier derrière qui est beaucoup trop important. Virginie. Moi, je suis choquée des dépenses que les gens peuvent faire là-dedans. Ouais. En fait, quand on est un peu faible d'esprit, psychologiquement, non pas faible d'esprit, mais faible psychologiquement, je pense qu'on est prêt à tout pour aller mieux. Et en fait voilà, chacun a sa drogue entre guillemets. Je dirais pas que la psychothérapie est une drogue, mais ça ne devrait pas, justement. La psychothérapie ne doit pas être une drogue. Et là où je suis embêtée, c'est que ces thérapeutes n'ont absolument pas conscience de ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert. Ce sont des personnes qui sont dans de la manipulation et de la toute-puissance. C'est dans leur intérêt de garder avec eux en thérapie le plus longtemps possible leurs patientes parce que ça leur rapporte de l'argent. Alors que non, la fonction du psychologue, c'est d'aider la personne à identifier exactement. La fonction du psychologue, c'est d'aider la personne à identifier quels sont ses troubles, la cause de ses troubles, et de l'amener à devenir autonome et à être l'actrice de sa propre guérison. Ce n'est pas pour rien que moi, personnellement, mes patientes, je les reçois pas plus de 2 fois par mois, voire moins, parce que je veux qu'elles s'autonomisent. Je veux absolument pas qu'il se passe justement cette addiction. En tout cas, il y a apparemment un vrai enjeu de régulation de cette profession. Et si tant est que William en soit la précurseur, écoutez. Tant mieux, hein. On y va. On est preneur, voilà. Remettre un peu de l'ordre aussi, voilà, sur France Maghreb 2. On va parler un peu d'actu, hein. On va quitter ce monde, j'allais dire,
de charlatanisme pour certains d'entre eux en tout cas, pour parler d'un autre monde là aussi qu'on pourrait qualifier de charlatanisme aussi. C'est de la diplomatie des États-Unis qui est pour le moment impuissante en Syrie, incapable de convaincre la Russie de ne pas soutenir son allié, le régime de Bachar al-Assad, qui adresse cette menace donc aux habitants des quartiers rebelles. Tous ceux qui ne profiteront pas de la réduction des bombardements pour fuir connaîtront un sort inévitable. La France, elle aussi, tente d'agir auprès de Moscou. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, vous n'êtes pas sans le savoir, est dans la capitale russe aujourd'hui pour rencontrer son homologue Sergueï Lavrov. Mais pour le moment, le déploiement militaire s'intensifie. L'armée russe déploie ce qu'elle a de plus moderne au large de la Syrie. Notamment, il y a quelques jours, d'ailleurs, c'est la brigade Amirat Grigorovitch qui a été aperçue passant le Bosphore en direction de la Méditerranée. Ce bâtiment de 125 mètres de long est capable d'emporter, entre autres, 24 puissants missiles antiaériens. Dispositif renforcé notamment par 2 corvettes de taille plus modeste, emportant toutefois 8 missiles de croisière chacune à ce jour. La force navale russe en Méditerranée orientale compterait une dizaine de bateaux. Outre leur capacité donc de frappe vers la terre, ces unités permettent d'assurer la protection de l'espace aérien au-dessus des bases côtières russes en Syrie et particulièrement celle de Tartous, par où est acheminée donc une grande partie du matériel. Tartous qui a vu sa défense renforcée par des missiles solaires S-300 comparable à ceux qui protègent déjà la base aérienne russe de Rumin dans la province de Latakia. Des missiles d'une portée donc maximale à estimer à 200 km, ce qui veut dire en fait c'est tout le littoral syrien qui est protégé par un maillage constitué donc de systèmes solaires russes. Alors sur cette situation, sur cette situation militaire russe qui n'est plus approuvée, et sur cette diplomatie en panne donc, puisque vous le savez, les États-Unis et la Russie ne se parlent plus, et sur cette France qui essaie de se faire entendre, et surtout sur ce qui est en premier lieu la principale victime, c'est évidemment les civils en Syrie qui en paient le prix fort. Exactement. Plus de 250 000 habitants toujours coincés à Alep, il me semble. Oui. Si je dis pas de bêtises. Et cette menace donc de l'armée syrienne aux rebelles, donc au quartier rebelle, donc vous avez quelques jours pour quitter, sinon ça va faire mal quoi. En clair, ils sont en train de passer à l'offensive, de récupérer les quartiers qui ont été récupérés par les terroristes, certains qualifient de terroristes bien sûr. Mais comment quitter alors qu'ils ont coupé toutes les routes? En fait ils ont c'est très compliqué, mais il reste encore la possibilité de le faire, même si c'est compliqué, et ils ont pour le faire en tout cas réduit un petit peu les bombardements, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Pour aller où? Oui, c'est ça, pour quitter le pays ou pour aller s'abriter dans d'autres villes peut-être aux alentours, je ne sais pas. Badri, sur la Syrie, sur cette diplomatie. Oui. Alors en fait, moi ce qui m'inquiète dans ce conflit, c'est surtout la montée en escalade de la Russie. On sait que depuis 2 ans maintenant, surtout en 2014, on a vu les budgets militaires augmenter tous azimuts considérablement à la fois aux États-Unis mais aussi en Russie et dans un certain nombre de pays. Le volume global des budgets militaires est monté était de l'ordre de 1500 milliards d'euros en 2014, donc tout le monde voilà, donc ça monte en puissance en termes d'armement, voilà, donc ça commence à être inquiétant. La Russie elle affirme sa puissance, elle prend donc aujourd'hui, en tout cas, elle s'installe en Syrie. Voilà, on commence à voir, en tout cas, c'est inquiétant. On espère qu'il n'y aura pas effectivement un conflit qui va s'accélérer dans cette zone-là. On va accueillir justement un Syrien qui est avec nous. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir mes amis. Je vais faire court. Je pense vous êtes occupés par beaucoup de sujets très intéressants. Non, parlez-nous d'Alep parce que c'est très important, docteur. Voilà, posez-moi des questions parce qu'après, alors Monsieur Christophe, que voulez-vous qu'on commence par quoi? Alors peut-être qu'il serait intéressant d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe du côté d'Alep. Donc vous avez ces quartiers rebelles, qui d'ailleurs
vous allez peut-être me contredire ou pas, docteur, on parlait de cet hôpital, vous savez, qui avait été détruit. Oui. Il se trouve que là aussi on assiste à un jeu de poker menteur, parce que les États-Unis ont déclaré que c'était un petit peu la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase concernant cet hôpital, en accusant, j'allais dire délibérément, l'armée syrienne et la Russie d'avoir bombardé l'hôpital. Or, il se trouve que d'après les images qui ont été diffusées par la télé syrienne, c'est bel et bien les rebelles qui ont bombardé cet hôpital. Je pense pas d'ailleurs que l'armée syrienne a tout intérêt à montrer ce qu'elle bombarde. Bien sûr. Donc voilà, parlez-nous un petit peu de cette complexité, j'allais dire, d'Alep, parce que c'est vrai que de loin, de Paris, on n'y comprend pas grand-chose. Tout à fait. Donc d'abord, je reviens à ce qu'il a dit Monsieur Tariq Mami le vendredi. Un mort, c'est un mort de plus chez les civils. Donc il n'y a pas quelqu'un qui soit malheureux que l'ensemble des peuples de Syrie. Je répète pour vos auditeurs et pour vos invités, les peuples Shu'oub Souria, pour ceux qui savent un peu l'arabophonie. Donc Shu'oub Souria. Donc d'ailleurs c'est la Syrie est terminée. Pour revenir vite vers Alep, il n'y en a plus Syrie, c'est la défunte. C'est une création. C'est pour cela merci Monsieur Hérault qui part un peu en retard vers la Russie pour essayer de trouver des solutions. C'est la création de Charles de Gaulle et de la France en 1935. Cham, depuis des milliers d'années, le Levant. Voilà ce que c'est. Donc, il veut y avoir une fédération. Concernant Alep, donc, il y a 350 000 malheureux civils encerclés à l'est, Halab Shar'iyye, Alep Est, et 1 800 000 Alep Ouest. On en a parlé, Monsieur Christophe, depuis 6 ans bientôt. Tout ça, chez vous, déjà. Donc, si vous voulez, sans les otages, d'une part, des rebelles, et surtout, alors je reviens vite, Monsieur de Mistura, donc vous allez voir vite, il a fait une conférence à Genève. Là, je me trouve à Genève, donc il a fait une conférence de presse tout à l'heure. Enfin, moi j'étais sur autre occupation. Il a dit texto que lui-même il va garantir le départ de 1000 soldats de Al-Qaïda de Halab Est, d'Alep Est, pour aller vers là où ils veulent. C'est-à-dire il va les éparpiller à la nature pour sauver les autres, les 350 000 qui sont encerclés, qui sont pris en otage. Même, il dit d'ailleurs, ils vont partir à Jarablus, là où il y a les Turcs, et à Idlib. Donc voilà à peu près ce qu'il dit M. de Mistura, donc à Genève, là où il y a le problème de l'humanitaire. Voilà, on va parler court sur l'humanitaire. Sachant une chose que, actuellement, 1 800 000 de l'autre côté sont bombardés. Déjà, c'est juste ce que vous dites, M. Christophe. Il y a un problème qui a bombardé quoi? Ils bombardent côté ouest, où il y a les autres populations qui vivent normalement. Voilà à peu près ce qui se passe actuellement. Donc, dommage, on en a parlé il y a 15 jours chez vous, que Russes et Américains sont en train de s'arranger pour un éventuel cessez-le-feu total en Syrie et surtout à Alep. Malheureusement, ça a échoué. Donc, actuellement, les Turcs et les pays du Golfe sont en train de faire des pieds et des mains pour reprendre la Castello. Parce que M. de Mistura, il a dit, je suis pas politique pour le parler. Nous sont rentrés juste il y a un mois à travers le Castello pour rentrer pour désencercler Alep. De toute façon, l'État syrien, comme vous dites, c'est vrai, il y a un mouvement de troupes, on le sait, en Syrie des Russes, mais malheureusement, les mouvements de troupes de l'Ouest qui se trouvent du côté des pays du Golfe, au Maroc, à droite et à gauche, même en Égypte, on n'en parle pas. Bon, chacun a fait ses alliances. Conclusion, docteur, parce que j'ai la pub, là, allez-y. En une phrase. Oui, répétez votre question. J'ai dit j'ai la pub, donc il faut conclure, en une phrase. En une phrase, actuellement, on est suspendu sur la façon de faire sauver les 350 000 habitants d'Alep de la main des bandits qui sont rentrés à travers la Turquie et l'Irak. Voilà. Merci docteur pour votre point de vue. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. L'équipe au complet, choc aujourd'hui avec monsieur... non, on va commencer par les femmes quand même. Soyons un peu galants, mince alors. William Maghrebi, psychologue. Virginie de l'association Baytouna. Voilà.
Voilà, t'as vu, ça monte. Il me faut à peu près un laps de temps, moi, et ça vient. Et puis Badri Ahmed qui est avec nous aussi, adjoint au maire de la ville de Gentilly. Gentilly étant conseiller municipal délégué. Conseiller municipal délégué. Fallait me reprendre, mon cher Badri. Faut pas hésiter. Donc ça se passe donc du côté de Gentilly, qui est une ville qui se situe dans le sud de la région parisienne. Dans le Val-de-Marne. Oui, c'est le sud. C'est le sud, oui. Oui, c'est plus au sud qu'au nord, enfin que Saint-Ouen par exemple. Oui, complètement. Voilà. Non, mais pour situer aux gens qui ne connaissent pas la région parisienne, parce qu'il y en a qui nous écoutent, qu'ils soient de Dijon, Clermont-Ferrand, Orléans, Marseille, Le Havre, Amiens, Metz, Reims, partout ailleurs, évidemment. Soyez en tout cas les bienvenus. Pour être tout à fait complet, en bref, dans l'actualité, ce matin, sachez qu'à la frontière avec la Turquie, une explosion, un attentat contre des rebelles syriens, au moins 29 sont morts, attaque annoncée par Daesh, mais pas revendiquée. Officiellement en tout cas. On va parler aussi des terroristes qui ont détruit nombreux trésors archéologiques en Syrie et en Irak aussi. Une ONG d'ailleurs italienne a décidé d'en reconstruire certains, comme le taureau de l'émeraude ou le plafond du temple de Bel, un joyau de Palmyre. Il commence d'ailleurs à être exposé aujourd'hui au Colisée à Rome. Autre événement symbolique, sachez qu'un bateau de croisière est arrivé à la Goulette, près de Tunis. C'est une première depuis l'attentat du musée du Pardo en mars 2015. C'est une bonne nouvelle pour la Tunisie, non? Oui, très bonne nouvelle. Oui. La Tunisie en a besoin. Un bateau de croisière au port de la Goulette. Voilà, super. On était preneurs. Alors, si vous le voulez bien, on va parler maintenant de Manuel Valls, le Premier ministre donc qui veut créer 33 nouvelles prisons dans 9 agglomérations considérées comme prioritaires pour lutter contre la surpopulation carcérale. Plus de 3900 cellules devront être construites, en priorité en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur également. C'est ce qu'a dit en tout cas le chef du gouvernement. À droite, eh bien on voit d'un très mauvais œil, parce que finalement eh bien c'est peut-être pas la réponse qu'il faut apporter. Qu'en pensez-vous? Faut-il des prisons supplémentaires quand on sait la situation dramatique dans lesquelles vivent certains prisonniers? On a commis une bêtise, certes, on est puni pour ce faire. Est-ce que cela doit nous inciter à aller dans des prisons, à même par terre, des cafards, etc. Enfin, des conditions sont vraiment pas remplies. C'est ce qui se passe notamment dans certaines prisons d'Île-de-France et notamment à Marseille. Ils vivent parfois dans des conditions clairement inhumaines. Ils sont plus considérés en tant qu'humains. Moi, je pense vraiment que cette annonce, elle est indispensable. Il faut absolument que des travaux soient faits pour réhabiliter leurs cellules. Moi, je suis bon. C'est sûr que on peut mettre de l'argent dans autre chose, mais là, c'est indispensable. Ça devient vraiment indispensable d'améliorer les conditions de vie des personnes qui sont incarcérés. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que je dirais l'univers carcéral est en grande souffrance, que ce soit les détenus d'un côté avec la surcharge qu'il peut y avoir dans les prisons, mais aussi le personnel carcéral. Donc cette mesure était nécessaire, elle était, je pense, urgente même. Mais je crois qu'il y a quand même une question qu'il faut qu'on se pose sur les prisons aujourd'hui. Ouais. C'est pourquoi les détenus qui rentrent dans une prison en ressortent pas forcément plus, comment dirais-je, pire que ce qu'ils sont. Voilà, généralement quand ils ressortent, c'est pire que lorsqu'ils sont rentrés. Donc ça, c'est un vrai problème, et c'est un problème sur lequel il faut s'attarder aussi. En plus des murs. Quelle solution? Parce que c'est vrai que c'est important. Est-ce qu'il y a des solutions à préconiser? Peut-être déjà mettre dans une même cellule les personnes en fonction de la gravité de leur crime, faire un vrai accompagnement psychologique de ces personnes. Quel est l'intérêt de mettre un psychopathe avec quelqu'un qui je sais pas, qui a juste vendu du shit? On s'interroge beaucoup sur la question de l'islamisation. On parle de la radicalisation, en prison dans les cellules, voilà. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Là, on en parle parce que voilà, c'est le sujet d'actualité, mais au-delà de ça, il y a d'autres problèmes. Il y a un vrai travail effectivement d'accompagnement, y compris avec d'instruction, d'éducation, y compris avec, je dirais, des professionnels. Y compris, oui, tout à fait. Est-ce que les gardiens sont formés à ce genre de choses ou pas? Y compris avec des professionnels qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire que ce soit des associations, de l'accompagnement psychologique, ça peut être voilà, les collectivités qui peuvent aussi mettre à disposition un certain nombre d'outils pour accompagner dans les prisons. Voilà, donc il y a vraiment un travail à faire d'accompagnement. Et il faut faire venir du monde de l'extérieur dans les prisons pour faire ce travail. Il y a eu d'ailleurs plusieurs visites de parlementaires, parce que vous savez qu'ils ont le droit maintenant, les parlementaires, d'aller visiter les prisons, accompagnés d'ailleurs de journalistes. C'est ce qu'on a vu dans plusieurs reportages.
c'est une bonne chose, ça permet de sensibiliser, et peut-être d'essayer de mettre sur la table des problèmes et de les relayer, j'allais dire, au plus haut de l'État. Oui, complètement. Mais après, il faut des mesures. Le problème, c'est les mesures. Il faut mettre en place des mesures. Voilà, ça a un coût. C'est pas. 33 prisons supplémentaires, c'est ce que préconise en tout cas Manuel Valls. Voilà, ça c'est les murs. Après, non, mais après c'est aussi pas mal puisqu'il faut penser. Ok, il y a les détenus, mais il y a aussi leur famille. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de détenus qui ne voient pas leur famille parce que les prisons sont loin. Je pense que le fait déjà de voir leur famille. Bien devant le micro, Virginie, s'il te plaît, afin qu'on ne perde rien de tes propos. Ah oui, je disais parce que les familles sont aussi victimes. Ouais. Ils payent le prix des erreurs de leur conjoint ou de leur frère ou de leur fils. Et c'est vrai que ça faciliterait déjà quand on voit sa famille, quand on a une fenêtre vers l'extérieur, ne pas pouvoir tomber aussi. Parce que c'est pas évident. Ils sont dans des cellules. Exactement. Vous imaginez à quel point c'est tout ça. Ils ne voient pas l'extérieur. Ils voient de l'extérieur que la télé ou les trucs comme ça. Ils entendent des discours quand on parlait d'islamisation, tout ça. C'est facile. On leur dit mais regardez, on vous éloigne de votre famille, on vous traite comme des chiens, pour pas dire autre chose. Voilà. Je pense que le fait de construire des nouvelles prisons, leur redonner une certaine dignité, déjà. Voilà, il faut aussi penser effectivement aux familles. Tu as raison. Moi, je pense aux enfants de personnes incarcérées, des tout petits, à quel point ils peuvent être traumatisés quand ils arrivent dans des locaux froids, absolument pas chaleureux, pas accueillants, où rien n'est fait pour eux. Voilà, on ajoute par la structure elle-même du traumatisme au traumatisme. Je vais faire l'avocat du diable. Ils vont dire bon, ils ont fait une connerie. Il faut pas non plus leur offrir des cellules 5 étoiles non plus. Non, après c'est pas des cellules 5 étoiles, mais il y a un minimum entre une cellule 5 étoiles et une. Quand vous avez les toilettes à même pas 1 mètre, encore je suis gentille, de votre tête où vous dormez, quand votre co-détenu désolé, c'est le terme excrété. Je sais pas, moi je pense que il y a d'autres façons de. En fait, on est en train de leur retirer leur dignité, donc ça ne va pas arranger les choses. Ça ajoute de la colère. Voilà. D'où d'ailleurs l'interrogation de Badri tout à l'heure. Enfin, le questionnement, c'est que la plupart des prisonniers, forcément, ressortent pas avec un bon message, ressortent pire que quand ils sont rentrés finalement. Bon, en tout cas, 33 prisons, c'est ce que préconise donc Manuel Valls, principalement dans des zones prioritaires telles que l'Île-de-France. On sait que la prison de Fresnes est concernée, que d'autres prisons en Île-de-France, et notamment les Baumettes à Marseille, qui malheureusement sont tristement célèbres par l'insalubrité, etc. Donc ça avait fait l'objet aussi d'une grosse polémique, vous vous en souvenez peut-être avec Christiane Taubira à l'époque. Donc rien à rajouter là-dessus, ce qui va peut-être nous faire passer à l'autre sujet, qui va peut-être aussi vous concerner, pour parler du rapport remis par le HCE, le Haut Conseil à l'égalité, et qui rappelle donc un chiffre alarmant en France. Un viol est perpétré toutes les 6 minutes. La statistique donc a de quoi faire bondir, et pourtant très peu de plaintes sont déposées en gendarmerie et dans les commissariats. Le Conseil donc propose 12 recommandations pour mieux entendre les victimes et pour mieux condamner les violeurs. Premier constat fait par le Haut Commissariat à l'égalité, le viol donc c'est banalisé. Une femme violée sur 10 porte plainte selon le rapport, et sur ces plaintes, seulement 1 sur 10 aboutirait à une condamnation. Il y a en France donc une tolérance envers les violeurs, estime Danielle Bousquet, présidente du HCE. Je vous propose de l'écouter. Imaginez presque 100 000 viols en France et 1000 personnes condamnées. Que deviennent les autres ? Ça veut dire que la société estime qu'il y a une part importante de responsabilité qui incombe à la victime et non pas au violeur. Nous sommes très tolérants sur le viol qui fait partie de notre culture. C'est insupportable. Insupportable donc pour cette dame. Parmi les recommandations du Haut Conseil à l'égalité, organiser une campagne gouvernementale de sensibilisation consacrée au viol. Laurence Rossignol, ministre du droit des femmes, à son avis aussi à donner. On fait campagne contre le viol en incitant les femmes à porter plainte, en incitant ceux qui les fréquentent à les écouter, et aussi en interpellant la société collectivement sur quel est notre regard à l'égard des femmes victimes de violences et à l'égard des violeurs également. Laurence Rossignol, donc la ministre, le Conseil préconise également de faire passer le délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes de viol sur mineurs, mais légiférer avant les élections de 2017 s'annonce très compliqué selon la ministre.
on peut le comprendre. Alors votre avis sur le sujet et sur ce rapport donc du Haut Conseil à l'égalité? Alors moi je l'ai pas lu. Par contre, ce que je peux en dire déjà, c'est que c'est une très très bonne initiative parce que c'est absolument indispensable de cadrer les choses et d'encadrer justement d'encadrer les policiers et les premières personnes qui reçoivent le témoignage des victimes, parce que très souvent c'est à partir de là que la décision de porter plainte, de poursuivre ou de continuer se fait. En fonction de la façon dont on a été entendu, de la façon dont on a été comprise, ça va être extrêmement déterminant dans le fait d'aller au bout de nos démarches. Ouais. Virginie, je pense que c'est un sujet qui te concerne très particulièrement. Oh, oui. Au travers de ton association Baytouna. Bien sûr. Moi, il y a un chiffre quand même qui m'a fait bondir. Un viol toutes les 6 minutes. C'est énorme. Mais en fait, c'est banalisé. C'est ça, ouais. C'est un peu ce que disait la présidente. C'est banalisé. On a banalisé le viol, quoi. C'est normal. Voilà. Et souvent, c'est parce que la fille, elle l'a sûrement bien cherché. Donc, c'est ce qu'on dit. Voilà, oui, c'est ce qu'on dit, c'est pas moi qui pense. Oui, mais non, faut le préciser, tu sais que t'es à la radio là, tous tes propos peuvent être, interprétés, déformés, bien sûr. Voilà, c'est souvent la faute de la femme, comme dans beaucoup de choses. Et voilà, et comme disait William, c'est vrai que c'est la première personne qu'elle va rencontrer donc à la police, enfin chez les policiers, c'est cette personne qui va être décisive sur la décision de la femme de porter plainte ou de pas porter plainte, parce que c'est déjà une honte. Parce que être victime, c'est très très compliqué. On se sent coupable. On est victime, on se sent coupable quand on arrive devant quelqu'un pour parler de ça. Déjà, c'est pas évident. C'est se mettre à nu. C'est le cas de le dire. Doublement, voilà. Et si la personne n'est pas capable de réceptionner et d'écouter et de savoir entendre la personne, les viols ça continueront, puisque les plaintes ne seront pas déposées complètement en fait. Et est-ce que la gendarmerie, les policiers sont habilités pour les recevoir, pour les écouter, pour écouter leurs plaintes? Habilités, oui. Oui, mais pas formés. Non, il y a un grand manque à ce niveau-là. À titre professionnel, j'ai une patiente moi que j'ai en suivi là depuis un certain temps. Elle, c'est pas un viol, c'est une escroquerie. Lorsqu'elle est partie porter plainte, et donc là je l'encourage à y retourner, lorsqu'elle est partie porter plainte, on a clairement et tout bonnement minimisé le fait que son escroc lui ait pris plus de 10 000 euros en lui disant que ça va, elle était amoureuse, qu'elle l'a bien cherché et que voilà. Ils portent des jugements. Ils ne sont pas dans de la neutralité. Ils savent pas écouter avec considération et respect en fait ce que la personne vient leur dire. Et ça, c'est pas un seul cas. Hein, il y en a plusieurs. Badri, sur le sujet, un viol sur 6, moi ça me fait bondir. Hein, alors effectivement, un viol tous les 6 minutes, pardon. Ouais. Alors effectivement, les chiffres sont édifiants. Je pense que cette mesure, elle est la bienvenue et je pense qu'elle vise à aider aussi les victimes de viol à aller en tout cas. Est-ce qu'on a normalisé finalement le viol? Est-ce que tu es d'accord avec ça finalement aujourd'hui? On parle de viol à la télé, mais en même temps c'est caractérisé par ce qu'on peut voir à la télé. Moi, il n'y a pas un soir où tu peux voir une série ou un film, un téléfilm où il y a un viol ou on se comporte mal avec les femmes. Je veux dire, tous ces messages aussi sont véhiculés, j'allais dire tout à fait normalement. On l'ingurgite d'ailleurs dans la tête des plus jeunes d'entre nous, quoi. Non, enfin, je sais pas, je me pose. Il y a un vrai déni et une absence de reconnaissance de la gravité des violences sexuelles. Ça, c'est sûr. Et c'est clairement, à mon sens, banalisé par la télévision, les magazines, etc. Les magazines, ouais, absolument. Quand on rigole voit parce des qu'on met femmes une main à moitié aux à fesses. poil, la une d'un gros titre d'un journal People, je veux dire, ça choque personne. Au contraire, Voilà. c'est ça qui se vend, quoi. Bah, c'est ça. Alors banaliser n'est pas légaliser, donc il faut rester quand même ferme sur ce sujet. Voilà, mais en tout cas l'idée est intéressante parce qu'elle vise à permettre en tout cas aux victimes de viol de pouvoir se faire entendre. de se faire entendre et surtout de ne pas hésiter à aller déposer plainte. Alors on va accueillir quelqu'un qui fait partie de l'équipe du Grand Forum France Maghreb 2 qui a son mot à dire sur le sujet. Samira Karoua, bonjour. Oui, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Bonjour Samira. Oui. Alors oui, par rapport à ce qui a été dit, Christophe, effectivement, un viol toutes les 6 minutes, c'est vraiment très alarmant.
Et je pense que en fait tout ce qui est dit autour de la table, j'ai envie de dire, c'est de très bonnes choses pour essayer de faciliter un petit peu les démarches. Et j'aimerais rajouter qu'en fait, je pense qu'il y a un travail à faire même en amont au niveau de l'éducation et de la condamnation, enfin voilà, et du viol et lui-même pour en fait faire de la prévention pour que l'acte ne se produise pas. Donc également un travail sur la question de la sexualité. Également, Christophe, à la fin, j'entendais parler de la violence qui était véhiculée au travers de la télé. Effectivement, c'est un vecteur extrêmement important de banalisation des actes, etc. Et puis le rapport de la sexualité entre l'homme et la femme. Et puis des fois, un des éléments qui n'a pas été soulevé, mais je pense que vous étiez encore en train d'en discuter, c'est la pornographie également. Ouais, qui est à la portée de tout le monde aujourd'hui. Hein. Oui, et on sait que la pornographie qui est accessible aux adolescents, c'est-à-dire qu'en fait. Oui, c'est ça. Ils sont dans leur chambre le soir sur Internet. Ouais. C'est facile, hein. D'après également mon travail et tout ça, parce que j'ai eu des retours, il y a énormément, enfin, ce nombre de viols est d'autant plus alarmant que ça concerne même plus que des adultes, mais ça concerne vraiment des mineurs. Ouais, c'est ça, dans les écoles. Mais des mineurs entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, on a des jeunes filles à 12, 13, 14, 15 ans qui sont déjà victimes de viols par d'autres adolescents de 14, 15, 16, etc. Et qui se murent dans le silence et qui après, malheureusement, commettent l'irréparable. Disons qu'en fait, elles sortent, c'est des filles qui sortent, c'est des filles qui vont, et qui après, en fait, ont peur du regard des autres, et c'est quelque chose qui va être banalisé, c'est quelque chose, et puis en plus, il y a tout un phénomène qui entoure le viol, c'est que c'est des jeunes qui sont également, qui boivent de l'alcool, qui vont également parfois toucher au cannabis, etc. Donc en fait, au moment où il faudrait parler du viol, il faudrait expliquer dans quelle situation elles étaient, et bien entendu, ça ne facilite pas les choses. Alors je pense qu'il y a un travail déjà en amont à faire également au niveau de la prévention une éducation sexuelle chez les adolescentes et les adolescentes. Ensuite, sur tout ce qui est conduite à risque, et puis après, en même temps, celles qui arrivent à la police et tout ça pour déjà faire un premier constat, je pense qu'il y a un travail déjà à faire pour toutes celles qui n'arrivent jamais, parce que je pense qu'on est bien en dessous, encore une fois, des chiffres, et que déjà il doit y avoir une éducation justement de tout le service médico, légal, etc. Enfin, que ce soit le médecin, la police, etc. De tout ce qui va la première étape de constat. Mais il y a énormément de femmes qui arrivent même pas jusque là. Donc parce qu'il y a encore un stigmate de culpabilité, de culpabilisation de la femme. Ça serait de sa faute parce qu'elle s'est mise dans des situations compliquées. On va lui dire pourquoi tu t'es mise dans une situation où t'es sortie, tu t'es retrouvée dans une soirée où il y avait 10 hommes ou jeunes garçons, etc. Qu'en gros, voilà. Je pense qu'il y a Merci Samira, merci en tout cas de ton avis, enfin sur le sujet, dans un domaine que tu maîtrises et connais aussi très bien. Alors je vais vous demander de vous raccourcir vos coups de cœur là, parce qu'il nous reste 4 minutes, vous êtes 3. Alors on va y aller, c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Les coups de cœur, on va commencer par galanterie par Ouiam Maghrebi, bien sûr, pour son coup de cœur. Alors, mon coup de cœur d'aujourd'hui concerne l'association Beytouna, qui existe déjà depuis plus de 5 années, mais qui, à mon sens, n'est pas suffisamment connue. Elle a pour objectif de venir en aide aux femmes seules sans enfants à la rue et de les sauver des dangers de l'errance. C'est un fait, de plus en plus de personnes se retrouvent en situation de grande précarité et d'extrême pauvreté. Donc, dans ces périodes de crise économique et sociale, on le voit, ce sont toujours les plus fragiles qui basculent les premières dans la rue. Donc, un divorce, une séparation, une perte d'emploi, la migration ou même une conversion peut faire que l'on se retrouve du jour au lendemain en marge de la société, sans rien, sans toit, sans ressources. C'est face à ce constat d'impuissance que Beytouna est née. Elle est le résultat de l'union de 6 associations caritatives et musulmanes qui ont décidé d'unir leurs forces sans rivalité autour d'un même projet. C'est une association à but non lucratif constituée d'une équipe et elle a pour mission d'assurer l'hébergement de ces femmes, bien sûr, mais aussi l'accompagnement vers la réinsertion sociale. Dans la maison Beytouna, qui dispose de 8 chambres et de 12 lits, elles peuvent se décharger de leur lourd passé, faire une pause, redécouvrir la chaleur d'un foyer sûr, que ce soit pour une nuit ou pour plusieurs mois, selon le besoin. Elles peuvent discuter, reprendre confiance en elles, en l'avenir, puis devenir autonomes, tant sur le plan social avec l'acquisition de leur propre logement, tant sur le plan financier avec un retour à l'emploi, comme tant sur le plan affectif avec un travail psychologique sur soi. Enfin, cela me tenait vraiment à cœur de parler d'elles pour mettre en lumière la question de l'errance féminine que trop ignorent encore. Voir un SDF dans la rue fait mal, surtout pour ceux qui ont encore un cœur vivant, mais voir une femme SDF, pour ma part, c'est vraiment insoutenable. Donc n'hésitez pas, si vous êtes vous-même à la rue ou si vous connaissez des femmes dans cette situation,
situation, à les contacter ou de même à vouloir venir les aider. Vous pouvez les appeler je sais pas si je peux donner le numéro. Bah oui, bien sûr. Vous pouvez les appeler au 06 35 79 05 65. Par contre, si tu le donnes comme ça, personne va retenir. Je fais vite. 06 35 79 05 65. Voilà. Merci Wim. Virginie? Alors moi, c'est pour l'association Oumabio. Alors c'est une association qui a pour objectif de sensibiliser le public sur le bio. Donc cette association essaie de faire une présentation de la consommation bio à l'aide d'articles, de témoignages, de vidéos et de conférences. Donc pour moi, Oumabio, c'est plus qu'un truc bobo supplémentaire. L'association est portée par Aude. C'est une femme formidable qui est convaincue des bienfaits du bio et surtout elle est convaincante. Elle arrive à faire comprendre que le bio est une nécessité et pas une lubie passagère. Elle explique très bien l'importance de notre devoir en tant que musulmans de consommer bio. Nous avons la responsabilité de respecter notre corps et la planète car ce sont des dépôts qu'Allah nous a confiés. Avant de la rencontrer, je faisais déjà attention à mes achats, je favorisais le bio, je m'alimentais pas avec des produits chimiques, bon, sauf les bonbons. Mais après avoir rencontré Aude, je me suis mise à regarder des tutos sur YouTube, à fabriquer mes produits de beauté. Je vais même commencer à faire ma lessive et mes produits d'entretien. Je m'y mets petit à petit, même si je sais que ça l'énerve, car elle aime à le rappeler, en tant que musulman, on doit faire attention à notre corps et la planète, c'est une obligation. Donc dire, mais ce n'est pas grave, tranquille, c'est très grave, bien au contraire. Donc voilà, elle a une page qui s'appelle Oumabio sur Facebook. Très bien, mon cher Badri. Alors moi je voulais parler d'Idriss Aberkan. Ah ouais, c'est la star du moment ça. Voilà, donc c'est un biologiste, il est enseignant-chercheur à Supélec Central et Stanford. Donc ses travaux en général tournent autour d'un triptyque, l'économie de la connaissance, qui est une économie à somme positive, le biomimétisme, c'est-à-dire l'idée d'observer la nature comme étant une source d'inspiration pour l'innovation, etc. Et la blue economy, c'est-à-dire l'économie circulaire qui a vocation à être une économie sans déchets. Donc aujourd'hui, il publie un livre qui intitulé Libérez votre cerveau aux éditions Robert Laffont, dans lequel il aborde la neuroergonomie, c'est-à-dire la façon dont le cerveau fonctionne, et de façon simplifiée destinée au grand public. Et d'ailleurs, on vous a mis tous les éléments sur notre page Facebook France Maghreb 2, comme quoi on a été avant-gardiste un petit peu de ce que t'allais nous dire, mon cher ami Badri. Merci à vous trois. Dans un instant, le fameux j'aime ou j'aime pas. Je kiffe cette chronique. Dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec William Maghrebi, toujours psychologue pour l'instant. On va essayer. Jusqu'à 18h, après on ne sait pas. Non, je plaisante. Virginie évidemment de l'association Baytouna et Badri Ahmed qui est conseiller municipal délégué au maire de la ville de Gentilly. C'est parti pour le fameux j'aime ou j'aime pas. Le principe du j'aime ou j'aime pas, Virginie, pour toi qui ne connais pas encore, c'est à peu près comme le fil d'actualité sur Facebook, Twitter. On a des informations, on clique sur j'aime, j'aime pas, et puis moi j'y ai rajouté l'option je m'en fiche ou je m'en fous. Alors voici une première information, c'est une déclaration d'un ancien président intérimaire de la Tunisie, Moncef Marzouki. L'ancien président déclare, est revenu sur la situation donc de la Tunisie et a parlé de l'ancien régime qu'il considère être de retour et avoir pris le pouvoir de façon sophistiquée. C'est ce qu'il a déclaré dans le point, la partie Afrique du point. J'aime, j'aime pas ou aucun intérêt. Aucun intérêt. Moi j'aime pas, même si Marzouki, je trouve qu'il a des positions intéressantes. Là pour le coup, je pense que on est à un moment, je pense en Tunisie où il faut que les Tunisiens se rassemblent plus qu'ils ne se divisent. Donc voilà, même si on peut ne pas être d'accord avec ce que fait le gouvernement. Moi je m'en fiche un peu. Très bien. Le Maroc promotionne son tourisme à la télé et principalement sur M6 au travers d'un programme court qui est diffusé d'ailleurs chaque soir à 20h20 sur M6. Ça se passera donc, ça a démarré du 3 octobre jusqu'au 11 décembre, baptisé Une vie, un pays. J'aime, j'aime pas ou... Oui, j'aime. J'aime, mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin ? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Moi pareil, c'est le même avis que William, j'aime, mais je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça, de mettre de l'argent là-dedans, et ils ont déjà assez de touristes comme ça, je pense. Faut se promener à Marrakech pour se rendre compte que c'est rempli de Français, je sais pas. Ouais. Pas l'intérêt. Selon une étude, les Français passent plus de temps sur leur smartphone que devant la télévision. J'aime, j'aime pas ou aucun intérêt. J'aime l'étude. Ouais. Mais c'est juste constater un fait, je vois pas en quoi ça fait avancer les choses.
J'aime parce que en fait c'est je dirais le smartphone disrupte la télévision d'une certaine manière. Le smartphone c'est aussi une façon de regarder le monde qui peut être différente de celle des canaux traditionnels. Mais ça reste du virtuel dans les deux cas, de toute façon. Virginie, le smartphone plus que la télé? J'aime parce que je pense que sur les smartphones on peut s'informer un peu plus qu'à la télévision. Ouais. D'accord. On est moins passif. Apple et Coca-Cola sont les marques les plus célèbres au monde selon un classement. J'aime pas. Je n'aime pas. Très bien. Badri, Apple. Fais voir ton téléphone 2 secondes là. Ah, c'est pas Apple. Ah, moi non plus. Moi non plus. C'est bien. Mais pas de marque à la pomme là autour. Non. Effectivement, ça reflète la domination sans partage de ces GAFA. Enfin, il n'y a pas que Apple et Coca-Cola. Enfin, il y a aussi d'autres, de plus en plus dans de nombreux secteurs, on va dire des sociétés qui viennent du monde du digital et qui commencent à maîtriser et à prendre un certain monopole. Et ça, c'est. Moi, j'aurais plus parlé de sociétés sionistes qui ont le contrôle sur la plupart des marchés, mais bon. Bon, alors une petite déclaration pour finir. Selon Nicolas Sarkozy, si on ne légifère pas, dans 10 ans, il y aura plus de jeunes de filles d'origine maghrébine qui portera le voile, effectivement, indiquant d'ailleurs qu'il fallait tout simplement changer la constitution si nécessaire, et nommer d'ailleurs un autre responsable du Conseil d'État. Puisque évidemment il est choisi par le gouvernement. Concernant donc la déclaration de Nicolas Sarkozy qui vise simplement à interdire le port du voile, quoi. Je déteste. ça n'existe pas, ça, pardon, mais je n'aime pas du tout. Je n'aime pas. Encore une de ces bêtises. Oui, moi j'aimerais bien qu'on me fasse taire par contre. Oui, je n'aime pas, mais effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Nicolas Sarkozy devrait s'occuper de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Hein, elle existe bel et bien. Et voilà, donc il laissait un peu le voile tranquille. Très bien. Voilà. Alors ce soir, je vous rappelle, ce soir France 2, Alain Juppé dans l'émission politique, et puis donc un titre accrocheur dans le complément d'enquête, le CCIF, donc sur le CCIF ce soir. Alors le titre exact c'est quoi? Le CCIF, un lobby musulman. Voilà, c'est ça. C'est à 22h35 et on y verra d'ailleurs un Kamel Kaptam qu'on a écouté dans Zapping tout à l'heure, le recteur de la mosquée de Lyon, qui nous fait part de ses courriers racistes qu'il reçoit d'ailleurs quotidiennement à la mosquée de Lyon. Merci à vous trois, Ouihem, Virginie et Badri. À très vite. Et j'indique aux auditeurs auditrices que lundi ou mardi, je vous dirai ça demain, nous recevrons Moussa qui a été, vous le savez, au Bangladesh, privé de liberté pendant plus de 6 mois. Il sera avec nous, il nous l'a promis, donc ça sera lundi ou mardi. Et puis je vous annonce aussi la venue de Monsieur Kerry James dans nos studios début novembre, quelques jours avant son concert au Zénith de Paris. Voilà, ce sont 2 grands rendez-vous à ne pas louper. Demain, autour de cette table, il y aura Bouchra la Baronne, il y aura Tarek Mami et Akli Melouli. Encore un autre plateau qui va nous livrer beaucoup de surprises et une autre information, une autre approche différente, comme à chaque jour d'ailleurs, au travers des différents chroniqueurs de cette émission. Merci à tous, 18h02. Merci de commencer cette soirée avec nous sur France Maghreb 2, l'essentiel de l'actualité. C'est avec Marine Garel que je salue. Bonsoir Marine.